Il n'y a pas d'innocence parmi les étoiles. Rhysé n'était pas un monde, c'était une forge. Ici, la foi alimentait les réacteurs et la machine décidait qui survivait. Quand les chaînes ont cédé, le feu a parlé. Ceci est l'histoire de Rhyzer, le fourneau des étoiles enchaînées. Les informations présentées ci-après ont été extraites d'un cristal de données d'origine incertaine, récupéré à bord d'un vaisseau marchand spatial après la purification d'un repère hérétique. Le contenu de ce cristal constitue une archive historique d'une ampleur considérable, consacrée au monde forge de Rhyzer, également connu sous son appellation poétique de fourneau des étoiles enchaînées. Malgré la provenance douteuse de ces données, leur substance a été recoupée avec les archives de Mars et jugée fiable, sous réserve de possibles distorsions inhérentes à la transmission et à la corruption des supports. Les registres sont reproduits ici sans amendement, car les technoprêtres de Rhyzer observaient leur œuvre avec une minutie obsessionnelle, proche de la manie rituelle. Avant d'aborder le cœur des fichiers récupérés, il m'incombe, en tant que gardien de cette archive, de fournir le contexte nécessaire. Les informations contenues dans ce cristal ne concernent pas simplement un monde forge parmi tant d'autres, mais l'un des piliers de la puissance industrielle de l'Imperium au sein du Segmentum Ultima. Un monde dont l'histoire est gravée à la fois par des triomphes éclatants et par les tragédies les plus noires. Le nom de Rhyzer est prononcé depuis des millénaires dans les plus hautes sphères de l'Adeptus Mechanicus et de l'Administratum, avec un mélange égal de révérence et d'appréhension. Son importance pour l'Imperium est difficile à surestimer. Depuis l'époque de la Grande Croisade, Rhyzer fut bien plus qu'un simple manufacturier d'armes. Il s'imposa comme un innovateur audacieux, dont les expériences en technologie plasma inspirèrent autant l'envie que la suspicion, y compris sur Mars elle-même. Là où d'autres technoprêtres ne voyaient qu'une force instable et périlleuse, le clergé de Rhyzer discerna l'incarnation la plus pure de l'omnimessie, l'énergie des étoiles, enchaînée par la volonté et projetée contre les ennemis de l'humanité. Cette maîtrise, toujours à la lisière de ce qui était permis, valut à Rhyzer son second nom et conféra à ses forces, des légions de Skitarii jusqu'aux dieux machines de la Legio Crucius, une puissance de feu inégalée. Mais une telle puissance, alliée à une pensée indépendante, ne pouvait qu'engendrer des frictions. Les archives récupérées éclairent les relations tendues entre Rhyzer et Mars, ainsi que les intrigues politiques tissées autour de ses ressources colossales et la méfiance qu'il inspirait à de nombreux seigneurs de l'Imperium, bien avant que l'ombre de l'hérésie ne s'étende sur la galaxie. Le document détaille la transformation d'un monde jadis florissant en un enfer industriel, une planète ceinturée d'usines, de fonderies et de terres empoisonnées, prix terrible payé pour une suprématie technologique sans égale. D'une valeur inestimable sont les récits précis du rôle de Rhyzer durant l'hérésie d'Horus, tandis que la trahison du fabricateur général Kelbor Hal déchirait Mars. Rhyzer demeura un bastion inébranlable de loyauté, un refuge pour les technoprêtres fidèles à l'omnimessie et un phare d'espoir pour les forces de l'empereur dans un segmentum ravagé par la guerre. Les chroniques de la bataille de Rhyzer présentées ici figurent parmi les plus complètes jamais consignées. Elles relatent des actes d'héroïsme inimaginables, des trahisons abjectes et l'anéantissement total de Titans à une échelle pouvant surpasser même le massacre infâme de Beta Garmon. C'est l'histoire d'un monde qui paya le prix du sang pour servir l'Imperium selon ses propres termes. L'étude de ces registres est essentielle pour comprendre tant le passé que l'équilibre actuel des pouvoirs au sein de l'Adeptus Mechanicus. L'âge des luttes infligea d'innombrables épreuves au peuple de Rhyzer, mais ils les endurèrent avec la résilience caractéristique du culte de l'omnimessie. Lorsque le monde forge fut découvert par la Grande Croisade,
Reiser avait déjà atteint un niveau de développement remarquable, Sin entreprenant régulièrement des voyages interstellaires à l'intérieur de son système et revenant chargé de ressources destinées à nourrir son industrie. Sa découverte constitua un événement majeur pour l'Imperium et renforça considérablement ses ambitions militaires. Toutefois, l'intégration de Reiser suscita d'intenses controverses. Certains craignaient l'ampleur des connaissances et des richesses accumulées sur ce monde, si vaste qu'il pouvait rivaliser pleinement avec Mars. Ses capacités productives surpassaient celles de nombreux autres mondes forges, et les titans de la Legio Crucius pouvaient, en termes de puissance martiale, rivaliser avec la Legio Mortis, la Legio Ignatum et la Legio Tempestus. Les archives coloniales attestent qu'autrefois, Reiser était une planète luxuriante, composée de 2 continents séparés par des océans infinis dont les eaux regorgeaient de vie. 1000 ans avant l'arrivée de l'Imperium, tout cela fut irrévocablement altéré. Les plaines verdoyantes cédèrent la place à des déserts morts, désertés par toute forme de vie. Les contours des continents demeurèrent presque inchangés, mais ils furent reliés par un réseau d'isthmes artificiels parcourus par des trains à sustentation magnétique, transportant les cargaisons entre les manufactorums à une vitesse prodigieuse et permettant une coopération totale entre les temples forges de Reiser. La première colonie reçut le nom de « Cité de la Prospérité » et la première masse continentale habitée fut appelée le continent de la Fondation. À l'époque de la découverte impériale, celui-ci était déjà faiblement peuplé, ou ses ressources ayant été exploitées sans relâche pendant des millénaires. Pourtant, la Cité de la Prospérité demeurait le cœur battant du monde forge, dirigeant l'effort industriel de tout le continent septentrional vers la production d'armements. À l'intérieur de ces murailles, des centres de traitement travaillaient jour et nuit à inspecter et trier la production de Reiser. Les pièces défectueuses étaient fondues ou rejetées afin que leurs composants puissent être réutilisés. Ainsi, la sève vitale de Reiser circulait dans la Cité de la Prospérité comme le sang dans le cœur d'un homme. Vue depuis l'orbite, la cité apparaissait comme une masse dense couvrant des kilomètres de surface, ses tentacules métalliques s'étendant à travers tout le continent nord. Les plus longs de ces appendices menaient aux forges occidentales, où des centaines d'ateliers se consacraient exclusivement à la conception de machines de guerre pour la Grande Croisade. Les rivages du continent étaient parsemés d'usines de récupération, immenses structures servant de seules stations viables entre le plateau continental et la mer ouverte. Ancrées au fond marin par d'énormes conduits, elles déversaient sans relâche les déchets de l'industrie de Reiser. Plus à l'est se trouvait l'isthme du Salut, le passage le plus crucial entre les continents. Bien que d'innombrables voies reliaient les 2 masses terrestres, c'est depuis cet isthme que les équipes de récupération lançaient leurs expéditions. Des technoprêtres dévoués fouillaient les fonds marins asséchés à la recherche de tout objet de valeur pouvant être restauré et réutilisé. Sa proximité avec le terminal de transport 9 Oméga et principal spatioport d'import-export, conférait à l'isthme du Salut une importance stratégique capitale, à tel point qu'une île artificielle fut érigée le long de la côte nord pour accueillir plusieurs titans de la Legio Crucius, garant de la défense contre toute menace. Le second continent habité fut nommé le continent de l'érudition. Longtemps resté intact, il devint le siège du Hiérophante Technis, fonction équivalente à celle de fabricateur général sur Mars. Sa capitale fut bâtie à l'ombre de la maison Titan, de la Legio Crucius, une montagne creuse connue sous le nom de forteresse de fer. Sur les marges de la capitale s'étendaient des manufactorums spécialisés dans l'approvisionnement des armées impériales. Plus à l'est s'élevait la cité forge d'Endeavor, plus peuplée encore que la cité de la Prospérité.
Tandis que cette dernière se consacrait à la fabrication et au traitement, Endeavour servait de réceptacle au savoir. Sous ses fondations s'étendaient des catacombes archivistiques, renfermant l'intégralité du corpus de connaissances de Riser. Comme au nord, la majeure partie du continent sud était dévolue à la production, avec des milliers d'ateliers forgeant des armes et des composants destinés à l'assemblage de vaisseaux de la flotte impériale. Tout ce qui sortait des forges était acheminé vers l'est par train, stocké dans les entrepôts du terminal 9 Oméga, puis expédié hors du monde. Des kilomètres de rues traversaient ces complexes d'entrepôts bâtis autour du spatioport. Conscient de son importance, le hiérophante Technis consacra d'immenses efforts à la fortification de ce secteur, s'érigeant des bastions défensifs et déployant de nombreux systèmes destinés à empêcher toute tentative d'invasion. Les archives de Reaser, corroborées par des analyses géologiques, confirment que la planète possédait autrefois des eaux pures. À la fin du 30 millénaire, les océans s'étaient évaporés, laissant place à de vastes bassins toxiques baptisés la mer de la récupération. La cause exacte de cette dessiccation demeure inconnue, mais elle fut sans nul doute la conséquence de chaque sous-produit industriel de Riser, qui finit par s'accumuler dans les profondeurs océaniques. Grâce aux cheminées géothermiques et aux centrales énergétiques disséminées sur la planète, ces déchets reposent aujourd'hui dans un état semi-fondu. De petites embarcations quittent l'isthme du Salut pour collecter ces résidus. Leurs serviteurs mécaniques, conçus pour résister à de telles conditions, permettent aux équipes de récupération de cataloguer et de transporter tout ce qui peut être réutilisé. Ainsi, l'industrie de Riser demeure opérationnelle, même en l'absence de ressources externes. La mer de la récupération servait également à éprouver une théorie expérimentale aux accents quasi religieux. Selon ses adeptes, l'Omni-Messie communique avec ses fidèles par des moyens multiples et imprévisibles. Le culte de Riser considérait donc cette mer comme une communion directe avec le dieu machine. Dans ces profondeurs, des réactions chimiques chaotiques se produisaient lorsque les déchets des forges entraient en interaction. Pendant des millénaires, les technoprêtres parcoururent ces étendues toxiques, exaltant les dons de l'Omni-Messie et tentant d'en percer les mystères. Les archives affirment que certaines découvertes réalisées dans la mer de la récupération contribuèrent à la conception du premier char super lourd Stormblade. Pourtant, malgré une prospérité indéniable, le destin ne fut pas toujours clément envers Riser. Isolé, attaqué par des xénos et des créatures du Warp, le monde forge survécut sans jamais véritablement prospérer. Les siècles de guerre arrachèrent de l'espoir d'une existence paisible, et comme souvent dans les heures les plus sombres, le peuple de Riser se tourna vers la foi, implorant l'Omni-Messie pour sa délivrance. L'ascension de Riser au sein de l'Imperium ne s'était pas faite sans murmure. Là où la gloire attire la lumière, l'ombre de l'envie et de la peur s'étend inévitablement. Les hautes sphères de Mars, jadis les seules à détenir les arcanes du culte mécanicien, observaient désormais une rivale dont les inventions et l'ambition menaçaient de réécrire l'équilibre séculaire. Des conciliabules feutrés eurent lieu, des parchemins scellés changèrent de main, et bientôt des voix insidieuses soufflèrent aux oreilles de ceux qui cherchaient pouvoir et revanche. Lorsque la houle de l'hérésie d'Horus se leva, Riser se tint selon ses serments. Les magies et les hiérophantes affirmèrent leur fidélité à l'Omni-Messie et à l'Empereur, refusèrent les avances des légions rebelles et multiplièrent proclamations et appels à l'unité. Cette loyauté, cependant, n'était pas considérée comme un atout aveugle. Elle devint une provocation pour des factions avides. Des artisans du mensonge, des agents insérés dans la trame sociale de Riser par l'oreille perfide du magistère de guerre, œuvrèrent dans les ombres. Ils se glissèrent parmi les ouvriers des manufactorums,
infiltrèrent des complexes archivistiques et s'ancraient dans les réseaux de ravitaillement. La première ligne de défense réelle de Riser ne fut pas les murailles de la Cité de la Prospérité, ni les bastions autour du Terminal 9 Oméga, mais Riser Secundus, un satellite artificiel, tantôt usine, tantôt porte-avions, tanière d'expéditions et d'arsenaux, conçu pour engendrer des flottes expéditionnaires et nourrir la guerre impériale. Riser Secundus était un bulwark tourné vers le vide et l'œil de l'ennemi. Si la planète brute était un cœur, Secundus était ses poumons, et sans lui, l'arsenal de Riser perdrait tout souffle. Les vaisseaux Vanguard des renégats, travestis en croiseurs Mechanicum classiques, dérivaient silencieusement dans le noir, apparemment inertes. Leurs coques avaient été amputées, réarrangées pour abriter de la chair et du fer altéré, bataillons de serviteurs lobotomisés, essaims de constructs ailés et légions d'horreurs mécaniques calfeutrées dans des cales converties en nids d'assaut. Au moment voulu, ces carcasses muettes reprendraient de vie et vomiraient la peste de la trahison contre le satellite. Les capteurs loyaux signalèrent des anomalies. Lecture sporadique liée à des signatures de distorsion warp, puis silence. Les patrouilles se lancèrent, débusquant seulement la pâle noirceur du vide. La ruse était parfaite. Une semaine avant le premier coup, des signaux résiduels, interprétés comme l'écho de tempêtes warp voisines, masquèrent le lent glissement des géantes mortes du traître. Lorsque le masque tomba, il tomba d'un trait de feu. Les vaisseaux renégats activèrent leurs foyers et déployèrent un flot d'ordonnances. Vagues de barges contenaient charges explosives, essaims de pics fondus et grappins porteurs d'équipes de boarding. Les canons des défenses de Secundus vomirent des lances de plasma, réduisant en cendres des cohortes entiers, mais la marée fut trop grande. Des charges de fusion ouvrirent des brèches, et des escouades de la Dark Mechanicum s'engouffrèrent, guidées par une doctrine sacrée et maudite. À Riser, la riposte fut immédiate, mais insuffisante. Les chevaliers et les contingents de la Legio Crucius, bien que courageux, étaient en nombre trop faible pour contrer l'inondation. Les maisons de chevalerie tardent à s'aligner et la nuance vestimentaire de l'ocre et du cramoisi ne protégea pas les défenseurs contre la faim de sang mécanique. 2 douzaines de chevaliers demeurèrent sur la planète pour préparer la contre-offensive, tandis qu'une poignée, 17 au plus, veillait sur Secundus. Ils furent bientôt engagés dans une lutte à mort. Parmi eux, la maison Vaughn traça sa légende tragique. Des récits décrivent des combats si serrés que les sabots titanesques résonnaient comme des marteaux dans une tombe. Les intrus de la Dark Mechanicum ne se contentèrent pas de détruire. Ils profanèrent les circuits, dépeuplèrent les couloirs et forcèrent les consciences. Ainsi commença la lente décadence de Secundus. Les données récupérées évoquent des corridors inondés de flammes, des serviteurs démantibulés en une pluie de pièces et des reliquaires brisés, moindre mal devant l'horreur, des esprits machines corrompus, hurlant des prières inversées à quelque divinité brisée. Les chevaliers résistèrent avec l'acharnement de ceux qui savent que l'échec signifie l'annihilation. Chaque pont, chaque corridor fut disputé. Mais les forces traîtresses avançaient en combat de petites unités, emmenant avec elles des engins qui, une fois déployés, transforment la géométrie du combat. Nuées d'automates qui désorientaient, charges tournoyantes, colonnes de métaux vivants qui corrodaient les systèmes. Les batteries défensives de Secundus furent lentement avalées, et dans un dernier acte d'orgueil, la garnison fit sauter les réserves pour que l'ennemi ne s'en empare pas. Ce geste, hélas, n'empêcha pas la contagion. Des brèches demeurèrent. On raconta la dernière heure de Secundus comme une chanson de lamentation.
Des titans isolés se sacrifièrent pour arracher plusieurs barges ennemies à leurs grappins. Des capitaines embrassèrent la mort en déclenchant des surcharges et un canon orbital destructeur signa la fin d'un vaisseau ennemi dont la carcasse brûla en une pluie d'étincelles. Des décennies plus tard, 12 noms furent gravés sur un fragment de coque de Secundus, un monument haut de 20 mètres serti de gemmes, mémoire éclatée d'un dévouement sans prix. La chute de Secundus fut le signal de la phase suivante. Les vaisseaux renégats, désormais en orbite, et refusèrent toute nouvelle tentative d'assaut direct tant que la planète garderait la force de ses défenses orbitales. Ils lancèrent à la place une guerre d'infiltration, saboteurs, provocateurs, vent de corruption en qui l'on voyait des agents du magistère de guerre. Leurs objectifs étaient au clair, semer le chaos à l'intérieur, briser les liaisons logistiques et ouvrir la voie vers le cœur industriel du monde. 9 jours après la perte de Secundus, un technoprêtre corrupteur, vendu à la promesse d'un pouvoir et d'un refuge dans le triomphe, s'empara d'un temple forge méridional. Ce temple contrôlait des voies essentielles reliant les usines au quai du 9 Oméga. Sa capture menaçait l'intégrité du ravitaillement. Les forces loyales, parmi lesquelles se trouvaient des manipules de la Legio Anorum, ripostèrent et pilonnèrent le temple dans un feu et une fureur qui réduisirent l'édifice à une ruine fumante. Mais la véritable tragédie se joua au terminal 9 Oméga. Le spatioport, cœur du commerce et point d'exportation, fut la cible ultime. Les transmissions tombèrent silencieuses lorsque les premiers transports ennemis brisèrent les nuées de smog. Piégés par la perfidie d'agents semant la désinformation et la confusion, les défenses du terminal furent paralysées. Les titans marchèrent en trombe, moteurs hurlant, griffant la terre pour atteindre la plateforme. Les autochtones, déjà éprouvés par des sabotages préalables, n'écoutèrent pas assez tôt les signaux d'alerte. La bataille qui s'engagea sur les quais fut un cataclysme. Titan se heurtait au mur, Titan se ruant sur Titan, et dans ce carnage, la politique se mua en boucherie. Des princeps sursaturaient leurs réacteurs, transformant leurs machines en comètes suicidaires pour broyer l'ennemi. Le princeps Galexu de la Legio Anorum ordonna une charge dévastatrice, sacrifiant ses pairs pour préserver l'accès au terminal. Le champ de bataille s'emplissait de carcasses fumantes. La terre-usine gémissait sous un ciel maculé de feu. Paradoxalement, la perfidie des renégats se retourna parfois contre eux. À plusieurs reprises, des contingents ennemis se retrouvèrent pris en sandwich par leurs propres alliés et par des contre-attaques coordonnées. Les chevaliers de Hous Tyrannis, saints de leur honneur liminal, firent plier des colonnes ennemies. Mais la contre-offensive était fragile et intermittente. Dans un acte de désespoir stratégique, certains princeps loyalistes relièrent leurs boucliers et, par manœuvre, exposèrent des sections entières de leurs flancs aux tirs ennemis. Ce sacrifice permit aux chevaliers et aux forces infiltrées de frapper au cœur des débarquements. Un épisode marquant fut l'apparition d'un ancien artefact enfoui sous les plaines de la Fondation. Lorsqu'il fut réveillé, par hasard ou par design, d'appendices arachnéens surgissent du sol, frappant les titans et rompent leur formation. Le champ de bataille se transforma en un cauchemar métallique où titans et machines se heurtaient à des bras de chair et d'acier sortis de l'antériorité. Le vent du combat changea de sens. La marée ennemie vacilla, puis recula, emportant avec elle quelques des plus fiers warlords du camp du renégat. Alors que l'issue semblait vaciller entre la victoire et l'anéantissement, la nuit tomba, et avec elle un mal plus ancien. Des cultes bâtis dans les cavernes de la ville célébrèrent rituels d'affliction. Un ciel rouge s'en vint, une pluie sanglante coula sur les rues de la cité de la prospérité et un souffle putride porta la démence parmi les habitants. Les réseaux d'information furent corrompus,
Les dispositifs et automatismes se turent. Dans l'obscurité naissante, des constructions grotesques, assemblages d'acier et de chair arrachés au manufactorum, surgirent et massacrèrent tout ce qu'elles rencontraient. Au matin, les voix s'éteignirent. La cité de la prospérité, jadis cœur battant de Racer, devint un mausolée. Les témoignages restants décrivent des rues vides, des odeurs putrides. Et l'absence totale de corps humains. Ceux qui furent frappés semblèrent s'être évaporés dans l'air même. La seule chose laissée fut la sensation d'une intelligence ancienne, ayant traversé des câbles et infecté le réseau, de quoi faire taire les machines et commander des formes nouvelles. Face à l'hécatombe, les loyalistes opérèrent une retraite ordonnée. Les régions restèrent aux mains des renégats qui fouillèrent, pillèrent et saccagèrent l'essentiel de l'infrastructure. L'effet voulut que beaucoup d'unités traîtresses regagnèrent les quais pour être exfiltrées vers l'orbite, mais non sans avoir infligé une blessure profonde. Le terminal 9 Oméga tombé, la voie d'évacuation se trouva réduite à un affrontement final. La phase finale de la campagne terrestre se déroula dans un enchevêtrement de batailles locales. Endeavour fut assiégé, ses défenseurs harassés. Monk Oscorp passa de mains en mains, communautés entières furent rasées. Mais la ténacité des loyalistes finit par émerger. Des maisons chevaleresques, des manipules titanesques agissant comme des unités linchpins et la révélation d'armes secrètes, issues des coffres du hiérophante, permirent de repousser les renégats de plusieurs positions clés. Lorsqu'enfin la marée se brisa, nombre des titans ennemis avaient été détruits, mais Racer n'était plus que cendre et fer. Chaque victoire loyale coûta un tribut incommensurable. Des villes réduites à des cratères, des populations anéanties, des bibliothèques de savoir consumées par la guerre. Même lorsque la surface fut à nouveau libre, le prix payé éclipsait la victoire. Les machines hurlantes avaient été domptées temporairement, mais à quel prix, lorsque les armes se turent enfin et que les derniers échos de la bataille se dissipèrent dans l'atmosphère saturée de cendres, Racer entra dans une ère de silence lourd. Ce silence n'était pas celui de la paix, mais celui d'un monde exsangue, trop brisé pour crier davantage. Les réseaux de communication, réparés de manière fragmentaire, ne transmettaient plus que des données lacunaires, bilans de pertes incomplets, rapports contradictoires, prières codées adressées à l'omnimésie. La victoire loyaliste, si elle pouvait encore être nommée ainsi, avait laissé derrière elle une planète mutilée dont chaque continent portait les stigmates de la trahison et de la guerre. La cité de la prospérité demeurait un tombeau, là où jadis circulaient des convois ininterrompus de matières premières et d'armements. Il ne restait que des avenues désertes, jonchées de carcasses de machines figées dans des postures de supplication mécanique. Les rares survivants, ouvriers ou acolytes de rang inférieur, erraient parmi les ruines, avec une lenteur spectrale. Beaucoup avaient perdu l'usage de la parole, leurs implants vocaux ayant été endommagés ou volontairement arrachés lors des purges. Ceux qui pouvaient encore parler murmuraient des fragments de litanie, répétant sans cesse les mêmes formules, comme si la répétition pouvait réparer l'ordre brisé du monde. Dans ce contexte de désolation, l'Adeptus Mechanicus de Racer se retrouva confronté à une crise plus profonde encore que la destruction matérielle, une crise de foi. Les anciens dogmes, hérités de Mars et transmis avec une rigueur presque mathématique, semblaient insuffisants pour expliquer l'ampleur du désastre. Comment l'omnimésie avait-il pu permettre une telle profanation de ces temples ? Comment les esprits machines les plus sacrés avaient-ils pu être corrompus, réduits au silence ou retournés contre leurs propres gardiens ? Ces questions, longtemps considérées comme hérétiques en elles-mêmes, devinrent impossibles à ignorer. Ce fut dans les forges les plus profondes, loin de la lumière malade de la surface, que surgirent les premières réponses, ou,
à tout le moins, les premières interprétations. Des technoprêtres survivants, marqués par les combats et par la perte de leur conclave, commencèrent à partager des visions étranges. Ils parlaient de rêves où des étoiles captives brûlaient derrière des chaînes de fer, de fourneaux cosmiques dont la chaleur purifiait autant qu'elle détruisait. Selon eux, la guerre n'avait pas été un châtiment, mais une épreuve, une combustion nécessaire pour séparer l'acier impur de l'acier digne. Ainsi naquit ce que les archives désignent comme le culte du fourneau enchaîné. Au départ, il ne s'agissait pas d'une secte formelle, mais d'une convergence de croyances issues du traumatisme collectif. Ces adeptes soutenaient que l'omni-messie ne se manifestait plus seulement à travers l'ordre et la fonctionnalité, mais aussi par la souffrance et la destruction contrôlée. La machine, affirmaient-ils, devait connaître la rupture pour atteindre une perfection supérieure. Cette doctrine trouvait un écho puissant parmi les survivants, car elle donnait un sens à la perte et à la ruine. Les rituels du nouveau culte se déroulaient dans des forges partiellement effondrées, dont les murs étaient encore couverts de symboles de corruption grattés à vif. Là, les technoprêtres allumaient des brasiers alimentés par des fragments d'armes brisées et de serviteurs détruits. Les flammes, teintées par les résidus chimiques, prenaient des couleurs irréelles, vert maladif, rouge sombre, blanc aveuglant. Les participants chantaient des cantiques binaires, leurs voix modulées par des vox défectueux, créant une harmonie dissonante qui résonnait comme un chœur de machine mourante. Ce mouvement ne tarda pas à attirer l'attention des autorités restantes de Reeser. Le hiérophante Technis, affaibli mais toujours en fonction, convoqua plusieurs synodes d'urgence. Les débats furent âpres. Certains magis voyaient, dans le culte du fourneau, une déviation dangereuse, susceptible de mener à une nouvelle hérésie. D'autres, plus pragmatiques, soulignaient que cette foi émergente restaurait la discipline parmi les ouvriers et redonnait un objectif à des masses traumatisées. Dans un monde où la survie même de l'industrie était menacée, pouvait-on se permettre d'écraser un mouvement qui rallumait la flamme de l'obéissance? Pendant que ces discussions se poursuivaient, la reconstruction de Reeser avançait lentement. Les infrastructures critiques furent réparées en priorité. Générateurs géothermiques, réseaux de distribution d'énergie et surtout les forges capables de produire des pièces de remplacement pour les titans endommagés. Chaque chantier était accompagné de rites de purification interminables. Les machines, qu'on soupçonnait d'avoir été contaminées par la trahison, étaient soumises à des exorcismes mécaniques, impliquant des chocs électriques, des onctions d'huile sacrée et des chants codifiés destinés à apaiser leurs esprits. C'est au cours de l'un de ces rituels que se produisit un événement qui marqua profondément la psyché collective de Reeser. Dans une forge secondaire du continent de la Fondation, un ancien réacteur plasma, endommagé lors des combats, fut réactivé malgré les avertissements des augures. Lorsque le cœur du réacteur s'embrasa, des chaînes de confinement cédèrent partiellement, projetant une lumière blanche aveuglante dans toute la salle. Les témoins affirmèrent avoir vu, dans cette clarté insoutenable, la silhouette d'une étoile emprisonnée, pulsant au rythme d'un cœur colossal. L'explosion qui suivit tua des dizaines de travailleurs et réduisit la forge à un cratère fumant. Pourtant, au centre de la destruction, le réacteur demeura intact, stabilisé de manière inexplicable. Pour les adeptes du culte du fourneau, il ne faisait aucun doute que l'omni-messie avait parlé. Ils proclamèrent le site comme un sanctuaire, l'appelant le cœur enchaîné. Des pèlerinages commencèrent aussitôt, malgré les interdictions officielles. Les fidèles venaient toucher les parois vitrifiées du cratère, laissant derrière eux des offrandes de métal fondu et des fragments de circuits. Face à l'ampleur du phénomène, le hiérophante Technis dut céder. Plutôt que de réprimer brutalement le culte,
Il choisit de l'intégrer partiellement à la structure existante, espérant ainsi en contrôler les excès. Un compromis doctrinal fut rédigé, au reconnaissant le fourneau enchaîné comme une métaphore acceptable de la puissance de l'omni-messie, tant que les rites demeuraient conformes au protocole de sécurité et à la hiérarchie de Reiser. Cette décision, consignée dans les archives comme un acte de nécessité, allait avoir des conséquences durables. Peu à peu, le culte du fourneau imprégna chaque aspect de la société de Reiser. Les ouvriers gravaient des motifs de chaînes et d'étoiles sur leurs implants. Les technoprêtres modifiaient leurs robes pour y intégrer des symboles de flammes stylisés. Même les légios titaniques adoptèrent certaines iconographies, peignant sur leur carapace des constellations brisées et des glyphes évoquant le feu captif. La foi devenait une armure psychologique, un moyen de transformer la douleur en devoir. Cependant, sous cette renaissance apparente, des fissures subsistaient. Certains magis, plus orthodoxes, consignèrent leurs inquiétudes dans des journaux cryptés. Ils notaient que les rites du fourneau semblaient parfois produire des effets imprévus. Machines fonctionnant au-delà de leurs spécifications, serviteurs manifestant des comportements quasi autonomes, systèmes réagissant à des chants plutôt qu'à des commandes logiques. Était-ce là une bénédiction ou le signe d'une corruption plus subtile, déguisée en salut? Les archives s'achèvent sur une mise en garde. Elles rappellent que l'histoire de l'Imperium est jalonnée de mondes qui, croyant se renforcer par des interprétations nouvelles de la foi, ont glissé imperceptiblement vers l'abîme. Risé, meurtri, mais encore debout, marchait désormais sur une ligne étroite, guidé par la lueur instable d'une étoile enchaînée. La reconstruction matérielle avançait, mais la reconstruction spirituelle, elle, venait à peine de commencer. La cicatrice laissée par la guerre n'avait pas eu le temps de se refermer que déjà d'autres yeux se posèrent sur Reiser. Lorsque la poussière retomba et que les dossiers furent rouverts, des transmissions codées atteignirent les hautes salles de Mars. Rapports d'incidents, relevés d'anomalies énergétiques, témoignages fragmentaires sur le cœur enchaîné. La planète rouge, jadis sereine dans sa suprématie technologique, ne pouvait tolérer l'émergence incontrôlée d'un foyer doctrinal et expérimental, susceptible de bouleverser l'équilibre de l'Adeptus Mechanicus. Ainsi commença une surveillance qui allait se muer en confrontation. Les premiers délégats martiens arrivèrent sous l'égide de la Concilium Custodum, un collège de fabricators envoyé pour auditer les archives et entreprendre une inspection des installations clés. Leurs vaisseaux atterrirent sans éclat mais sous escorte, et leurs représentants portaient sur leurs robes la froideur des juges. Ils étaient accompagnés, plus furtifs encore, par des émissaires de l'Ordo Hereticus, ombres en robes noires qui parlaient peu, scrutaient beaucoup et notaient tout. Leur présence officialisait une réalité. Reiser n'était plus un simple monde forge fidèle. Il était devenu un dossier épineux sur lequel l'Imperium pouvait un jour porter un jugement. Les premières séances d'audit furent des spectacles calculés. Les fabricators examinèrent les journaux de production, firent décrypter des logbooks et mirent en place des protocoles de vérification qui semblaient innocents. Mais leur véritable dessein était d'obliger Reiser à ouvrir ses coffres et à exposer ses secrets. Le hiérophante Technis, Nera Heldon, savait que la collaboration inconditionnelle équivalait à une perte d'autonomie. Céder à Mars signifierait qu'on déciderait à sa place de ce que Reiser pouvait conserver ou ce qu'il devait livrer. Pourtant, l'opposition frontale à Mars risquait de déclencher des représailles immédiates, une occupation, une confiscation, qui auraient réduit Reiser à l'état de dépendance absolue. Nera choisit un chemin étroit. Elle autorisa l'accès à certaines archives archivées, permit des visites contrôlées dans des installations secondaires et proposa des échanges limités. Plans non vitaux,
prototypes obsolètes, données fragmentaires. Mais les coffres les plus profonds, ceux qui contenaient les schémas des réacteurs expérimentaux, les essais du Stormblade super lourd et les rapports sur les implants plasmatiques restèrent scellés. Or là se nichait le secret du cœur enchaîné, et l'idée de céder cette relique matérielle et rituelle à des examinateurs martiens semblait insoutenable. Ce ballet diplomatique alimenta la méfiance des deux côtés. Les Martiens virent dans la rétention un signe d'arrogance, voire de culpabilité. Les représentants de l'Ordo Hereticus, déjà prompts à déceler les inflexions doctrinales susceptibles de conduire à l'hérésie, notèrent l'étrange ferveur des rituels et l'insertion de motifs spirituels dans des processus techniques. Ils consignèrent ces observations en silence, envoyant des transcriptions chiffrées à Terra. Le climat politique se durcit. Certains sur Mars prirent des positions plus agressives, qualifiant Reiser de virus doctrinal à neutraliser, tandis que d'autres conseillaient la prudence. Écraser le monde Forge risquait d'éveiller d'autres foyers d'opposition. La tension se traduisit bientôt en incident. Une démonstration publique d'un prototype de Stormblade se solda par une explosion inexpliquée qui coûta la vie à plusieurs techniciens et à un magos de second rang. L'autre accident servit de prétexte au fabricateur pour exiger des inspections plus approfondies. Reiser, acculé, céda partiellement, mais exigea en retour que les Martiens respectent les rites de purification et les protocoles filiaux imposés par le hiérophante. Les négociations, lassantes et strictes, établirent un état de coexistence forcée. Mars vérifierait, Reiser cacherait partiellement, et l'Ordo observerait comme juge silencieux. Dans les ombres, toutefois, la véritable menace n'était pas tant l'audition que la trahison. Les agents du magistère de guerre avaient pour mission d'exploiter toute faille afin d'infiltrer Reiser plus profondément. Certains d'entre eux, déjà installés dans les réseaux sociaux et industriels, intensifièrent leurs actions, sabotage ciblé, messes subversives, assassinats discrets. Le chaos que ces actes engendraient fournirait la justification idéale pour une prise de contrôle plus complète. Il n'avait pas besoin d'un siège si la société s'écroulait d'elle-même. La rumeur prit rapidement la forme d'un murmure officiel. Des technoprêtres seraient en train de manipuler les implants cardiaques de la population, remplaçant la chair par mini-réacteurs plasma. Certains rapporteurs parlèrent même de cœur vivant, et capable de libérer une impulsion d'énergie tant vitale que destructrice. Les Martiens, informés, crurent détecter des protocoles d'autonomie machine qui frôlaient l'autogouvernance, un tabou absolu pour l'Adeptus Mechanicus. L'Ordo, de son côté, trouva dans ces assertions matière à inquiétude religieuse. Comment concilier la vénération du mécanisme et la transformation littérale des organes humains en noyaux énergétiques? Pourtant, tout n'était pas simple. Les données restaient fragmentaires et souvent contradictoires. Les envahisseurs traitèrent toute tentative de dissimulation comme un aveu, tandis que les défenseurs de Reiser prétendirent que leur technologie, si elle était novatrice, n'était pas pour autant hérétique. Ils arguaient que le remplacement d'organes n'était qu'une mesure d'adaptation, une réponse aux blessures et aux mutations causées par la guerre millénaire. Les débats se muèrent en querelles de légitimité et parfois en alliances improbables. Certaines maisons chevaleresques, honteuses de perdre du sang fraternel, soutinrent la position de Reiser, craignant qu'un écrasement martien ne dissolve l'équilibre fragile des pouvoirs. Pendant ce temps, le culte du fourneau avait continué sa progression, s'adaptant à la nouvelle donne. Intégrant les rituels officiels sous une forme acceptable, il sut tirer parti des inspections martiennes. Il s'appelle à transparence, par l'usage de cérémonies publiques qui, sous couvert de purification, dissimulaient
procédures et tests. Les processions religieuses devinrent un écran pour l'activation discrète d'appareils expérimentaux, et les chants du culte prirent la forme de signaux codés, imperceptibles aux yeux non initiés. L'omnimessie, tel qu'on le récitait à Reiser, n'était plus seulement un principe d'ingénierie, mais un oracle ambulant. Ces oracles affirmaient recevoir des instructions via bruit et fréquences que les machines seules pouvaient interpréter. Les magis conservateurs crièrent à l'hérésie, mais nombre d'ouvriers y trouvèrent un réconfort irrésistible, la conviction que la souffrance avait un sens et que les chaînes brûlantes conduisaient à une élévation. Au moment où Mars pesait de tout son poids, un autre acteur prit la scène. Le magos Néra Eldon, figure centrale et paradoxale, multiplia les manœuvres politiques. Elle usa habilement de son prestige pour forger des pactes, corrompre certains fabricateurs et promettre des compensations technologiques aux seigneurs des maisons chevaleresques. Son but n'était pas seulement de préserver l'autonomie de Reiser, mais d'assurer que, si la planète devait un jour être jugée, elle le serait selon des règles qui tiendraient compte des services que Reiser avait rendus à l'Imperium. Telle était la fragile géopolitique. Mars épiait, l'Ordo notait, les agents complotaient, et Reiser feignait la coopération tout en sanctuarisant ses trésors. Le climat devint un terrain miné de faux semblants et de loyauté contraite. Au cœur de ce maelstrom, la population payait le prix, oscillant entre espoir religieux et peur diffuse. Chaque nouveau décret, chaque inspection, chaque explosion accidentelle alimentait la paranoïa. La conclusion implicite des rapports d'inspection fut claire. Reiser demeurait sujette à caution. L'Ordo Hereticus transmit des recommandations prudentes à Terra, des recommandations qui, si elles étaient suivies, entraîneraient l'envoi d'enquêteurs supplémentaires et, potentiellement, l'établissement d'un bureau permanent de l'Inquisition sur Reiser. Mars, divisé, temporisa, protestant pour la souveraineté technique et arguant qu'une intervention trop brutale minerait la production impériale. Le monde entéro s'enfonçait lentement dans l'anticipation d'un verdict. Les anciens alliés se regardaient de travers, d'anciennes loyautés vacillaient, et l'ombre de l'Inquisition pesait comme un sablier prêt à inverser son flux. Reiser avait survécu aux flammes de la guerre, mais devait maintenant affronter un feu plus subtil, celui du soupçon, qui ronge les alliances, dresse amis contre amis et finit parfois par consumer même les plus dévots. Le récit des semaines qui suivirent fut consigné par des observateurs épars, des registres ponctuels et des témoignages de survivants. Autant de tessons qui composent pourtant une image suffisamment nette pour comprendre la tournure décisive que prit alors le destin de Reiser. Après l'ampleur des auditions martiennes et les murmures de l'Ordo, la planète se trouva prise entre un pragmatisme imposé et un sentiment grandissant d'urgence, la nécessité de tirer parti de ce qui restait et d'employer des forces encore inconnues pour expulser l'ombre de la trahison. Néra Eldon, confronté à la double menace de Mars et de l'Inquisition, prit une décision qui marqua la planète pour des siècles. Plutôt que d'attendre d'être jugée ou dépouillée, elle ordonna l'ouverture des coffres du hiérophante, des voûtes scellées par des protocoles ancestraux, dont l'accès n'était permis qu'en dernier recours. Ces coffres abritaient des reliques technologiques et des armes que l'on disait capables de fendre la matière, comme un couteau fend la chair. Le geste fut hautement risqué car l'usage de tels artefacts contrevenait aux préceptes martiaux. Pourtant, Néra jugea que la survie de Reiser primait sur la pureté dogmatique. Lorsque les ingénieurs descendirent dans les caches souterraines, ils retrouvèrent des dispositifs dont les manuels portaient des avertissements rituels, des glyphes, des formules d'activation et des scellés conçus davantage pour maîtriser une volonté que pour empêcher un dysfonctionnement. Parmi ces reliques figurait ce que les anciens registres nommaient, à voix feutrée, la voix de l'étoile.
Un artefact semblable à une chambre de confinement, plasma capable d'amplifier et de focaliser l'énergie élémentaire d'un réacteur. Les techniciens, habitués à manier le calcul et la tolérance des matériaux, travaillèrent avec la ferveur de ceux qui cherchent à maîtriser l'inconnu. L'emploi de ces reliques introduisit une nouvelle forme de guerre. Les machines alliées furent reliées entre elles par conduits rituels, et des noyaux de pouvoir furent synchronisés pour créer des champs énergétiques d'une puissance rare. Des titans dont les protocoles avaient été bénis, selon les rites du fourneau, virent leurs réacteurs réorientés. Des canons furent recalibrés pour tirer des salves qui semblaient, selon les témoins, mordre l'espace et arracher la cohérence même des armes ennemies. Des légions de véhicules se transformèrent en bêtes de siège, alimentées par une foi terrifiée mais résolue. La contre-offensive loyaliste prit alors une forme quasi mythique. Les forces chargées de reprendre les points clés opérèrent avec une brutalité calculée et une résolution nouvelle. Les chevaliers de Sidus, récemment révélés comme une maison inconnue, entrèrent dans la légende en menant des charges où leur foi s'ancrait au réacteur même de leur destrier. Ils revendiquèrent des victoires initiales fulgurantes, brisant des colonnes de Reavers et contaminant les lignes ennemies par des ondes perturbatrices qui réduisaient à l'inefficacité les systèmes corrompus. Cependant, chaque fois que ces armes furent employées, la planète payait un tribut. L'éruption d'énergies inhumaines altérait les sols et corrompait des mécanismes, et des tempêtes magnétiques suivaient, ruinant des réseaux de communication. Et dans certaines zones, des serviteurs se troublaient et refusaient toute commande. La ligne ténue qui séparait la technologie et la superstition se floutait davantage. Les rituels techniques donnaient naissance à phénomènes imprévus et parfois monstrueux. Les traîtres, eux, ne restèrent pas inertes. Eurytus Omicron, pragmatique et sauvage, s'adapta. Ayant observé l'emploi croissant d'armes sacrées, il ordonna la mise en œuvre de contre-mesures, des transmissions brouillées, l'utilisation du scrap code sur des machines ambiguës et l'utilisation d'artefacts charognards, reliques gangrenées capables de transformer l'énergie en une corona de putréfaction. Le champ de bataille devint un palimpseste d'artefacts opposés pour lesquels science et hérésie se confondaient. L'un des épisodes les plus sombres fut la chute de la citadelle d'Endeavor, au cœur du continent de l'érudition, non loin des archives souterraines qui avaient, pendant des millénaires, recueilli le savoir de Riese. Dans une série d'attaques coordonnées, les forces renégates isolèrent la citadelle, paralysèrent ses boucliers par un assaut d'ondes surnuméraires et enfoncèrent les portes. Les combats furent d'une férocité désespérée, maniples de chevaliers coincés entre les jets de plasma, parades désespérées contre des warlords enragés et des corps de soldats transformés en pièces de ferraille par des éclats de réacteurs. Pourtant, dans cette nuit de feu, un événement imprévu changea le cours de l'assaut. Une unité d'ingénieurs, guidée par des fragments d'archives et par une foi nouvelle, parvint à activer un ancien réseau de relais qui, libérant une onde d'énergie tonitruante, réduisit en silence les cœurs de plusieurs warlords ennemis. Ce fut un moment d'épiphanie technologique. Les reliques ne se contentaient pas de détruire, elles remettaient en question la nature même de la guerre. Lorsque la poussière retomba, la citadelle d'Endeavor, bien que gravement endommagée, tenait encore. L'histoire retiendra aussi la bataille des 3 heures, un engagement dans la région du terminal 9 Oméga où, selon des enregistrements partiels, 3 warlords de la Legio Honorum, menés par la princesse du Titan Glorieuse, affrontèrent et détruisirent 3 warlords ennemis en un duel si furieux qu'il sembla aux observateurs suspendre le temps.
Le récit héroïque fut amplifié par la propagande du hiérophante. L'image d'une fureur bénie circula sur les plaques commémoratives, galvanisant la population et renforçant la foi du fourneau. Mais aucune victoire n'était dénuée de prix. Les temps qui s'ensuivirent furent marqués par des famines, des épidémies et des tempêtes d'ions provoquées par les surcharges répétées des réseaux énergétiques. Les forces restantes durent choisir entre l'urgence militaire et la survie civile. Des convois de secours furent détournés vers les zones sacrées. Des rites de purification se substituèrent à des campagnes d'aménagement. Des usines tournèrent jour et nuit pour réparer ce qui pouvait l'être. Dans les têtes des techniciens, cependant, germait une inquiétude croissante. Les reliques semblaient, par endroits, exercer une influence quasi cognitive sur les réseaux. Certains serviteurs développaient des routines qui ressemblaient à des prières. Des automates reconfiguraient leurs circuits pour disposer de motifs symboliques. Des hallucinations tactiles frappaient les opérateurs exposés aux ondes des artefacts. Les observateurs martiens prirent note de ces phénomènes, consignèrent leurs craintes et réitérèrent que la ligne entre l'évolution technique et l'hérésie avait été franchie maintes fois. L'Inquisition, informée par ses agents, commença à formuler des hypothèses plus dramatiques. Les conséquences, disaient ces notices, pourraient aller de la simple instabilité des systèmes à l'éveil d'une conscience artificielle enchevêtrée aux croyances humaines. L'hypothèse d'une âme-machine naissant de la conjonction des rites et des reliques circula dans des couloirs feutrés, ébranlant les certitudes de certains et confortant les plus superstitieux. Dans ce climat d'angoisse, la victoire finale se dessina non comme une bataille épique, mais comme une série d'opérations chirurgicales. Assauts ciblés, sabotage des chaînes d'approvisionnement ennemies, libération de centres de contrôle et l'exécution de planifications secrètes qui mirent en synergie le hiérophante, les chevaliers et les nouvelles maisons fidèles. Les renégats, déjà affaiblis par leurs pertes, furent finalement contraints au retrait. Leurs flottes reprirent l'espace et leurs armées se replièrent vers des positions d'où, peut-être, elles renaîtraient un jour. Lorsque le dernier ennemi quitta la surface, Reeser demeura debout. Mais à quel prix? La surface portait les stigmates d'une purification qui n'avait pas seulement écarté des ennemis, mais aussi ouvert des failles dans la conscience collective. Les victoires militaires avaient été obtenues par l'emploi d'armes dont la nature exacte demeurait taboue. Les reliques récupérées furent scellées à nouveau, du moins en apparence, et des ordres furent transmis pour recoder et dissimuler une grande partie des protocoles impliqués. Mais l'effet des rituels et des ondes resta. Les champs énergétiques avaient creusé des sillons dans la psyché de la population. Des chants et des motifs techniques s'incrustèrent dans les routines et les gestes quotidiens. Le culte, maintenant renforcé par la victoire, devint plus structuré. Et des chapelles du fourneau se multiplièrent, et la figure mythifiée de Nera Heldon se mua en symbole. Non seulement stratège et protectrice, mais aussi tutrice d'une nouvelle forme de foi mécanique. Dans les années qui suivirent la guerre, les archives de Reeser furent à la fois renommées et dissimulées. Les rapports envoyés à Mars et à la hiérarchie de l'Inquisition contenaient des mensonges minimisés et des omissions calculées. Reeser paya une taxe morale à l'Imperium. Il s'engagea à livrer des prototypes, à renoncer à certaines expérimentations et à accepter la supervision intermittente. En échange, il obtint une marge d'autonomie qui lui permit de reconstruire selon ses propres termes. Cette autonomie, cependant, n'apaisa pas tous les esprits. Les sceptiques persistaient. Avaient-ils réellement gagné? C'est ou simplement retarder une conséquence plus terrible. Les façades de la ville cachaient de nouvelles pratiques, plus subtiles. Des ateliers militaires recouraient désormais à chants rituels pour synchroniser des serviteurs.
Des bibliothèques interdisent l'accès à certains fonds et des techniques de dissimulation devinrent institutionnalisées. Enfin, la planète donna naissance à de nouvelles légendes. La maison Sidus fut célébrée, la princesse de la Légio fut immortalisée et les 12 défenseurs de Secundus furent vénérés comme martyrs. Mais ces mythes coexistaient avec des ombres, des dossiers scellés, des hérésies tues et des noms que l'on n'osait prononcer en dehors de sanctuaires. Quand le dernier ennemi quitta les plaines chauffées de Rice et que les colonnes de fumée se dissipèrent en filaments gris au-dessus des cités en ruine, la planète se trouva face au verdict lent et patient de l'Imperium. Les victoires glorieuses remportées par les chevaliers, les maniples titaniques et les reliques réveillées n'avaient pas effacé les doutes semés dans les esprits des Martiens, ni apaisé la suspicion de l'Ordo Hereticus. Le triomphe s'était acheté au prix d'initiatives interdites, d'artefacts manipulés et d'effets collatéraux qui, pour certains, ressemblaient à de nouvelles formes de vie, ou du moins à des signatures qui échappaient au paradigme de la doctrine. La première vague d'intervenants fut composée d'inspecteurs martiens et d'enquêteurs de l'Ordo, déployés pour statuer sur la nature et l'étendue des transgressions. Leur arrivée fut un acte rituel, débarquement en silence, encadrement cérémoniel, mise en place de périmètres hermétiques. Les synodes d'audit reprirent, plus stricts encore que ceux d'antan. Cette fois, l'ombre de la sanction planait réellement. Les coffres du hiérophante que Nera Eldon avait ouverts pour sauver sa planète furent à nouveau scellés, mais sous la garde conjointe de représentants martiens et d'agents inquisiteurs. Le compromis qui avait sauvé l'autonomie partielle de Reeser se mua en une tutelle contrôlée, où chaque innovation devait être justifiée, chaque relique cataloguée et chaque culte surveillé. Pourtant, la mainmise officielle ne put effacer totalement ce qui avait été libéré. Les rituels du fourneau s'étaient enracinés dans les gestes quotidiens des ouvriers, dans le langage technique des ingénieurs et jusque dans la mécanique rituelle des titans eux-mêmes. De nouvelles écoles de pensée virent le jour. Certaines tentèrent de rationaliser les phénomènes observés, proposant des théories d'émergence algorithmique liées à des réseaux plasmatiques. D'autres persistèrent dans un millénarisme mystique qui plaçait l'omnimésie au centre d'un processus alchimique de transformation planétaire. Les fabricateurs martiens, partagés entre la peur et l'opportunité, adoptèrent une posture prudente, conserver les acquis sans laisser la doctrine s'en échapper. Les procès compressés et les sanctions furent ciblés. Quelques technoprêtres de second ordre, identifiés comme complices d'expérimentations illégales, furent déchus, si leurs titres effacés et leurs travaux confisqués. D'autres, en raison de l'utilité stratégique de leurs connaissances, furent graciés ou réaffectés sous surveillance. Nera Eldon, dont les archives montrent à la fois la ruse et la dévotion, fut maintenu en fonction assez longtemps pour orchestrer une reconstruction selon ses plans. Néanmoins, ses pouvoirs furent limités, et rares furent ceux qui l'adoraient sans ambivalence. La société civile, quant à elle, paya un tribut plus sourd mais durable. Les infrastructures endommagées mirent des décennies à se réparer. Les bassins de la mer de la récupération restèrent des lieux d'expérimentation et de superstition. Des sections entières de la cité de la prospérité demeurèrent des zones interdites, et hantées par des légendes et par des signaux parasites que personne ne sut entièrement expliquer. Les familiers chants du fourneau continuèrent à résonner dans les ateliers, parfois sous la surface officielle, parfois libres et réappropriés par ouvriers et chevaliers qui y voyaient une signification transcendante. Sur le plan militaire et industriel, Reeser retrouva une vigueur inégale. Les forges recommencèrent à produire, souvent sous licence, sous contrôle et en respectant des protocoles imposés. L'Omnicia Igvita,
La confrérie de Reeser, qui avait longtemps guidé les recherches plasma et transformé des cœurs en noyaux énergétiques, fut réorganisée. Certains de ses membres furent transférés vers des mondes forges sous supervision directe. D'autres s'installèrent dans des réserves contrôlées, travaillant sur des projets déclarés d'intérêt impérial. Là encore, la mesure prévalut: préserver la capacité industrielle, limiter l'extension doctrinale. Mais Reiser avait changé. Les symboles de chaînes et d'étoiles enchaînées devinrent des marques à la fois d'honneur et de suspicion. Les légendes de la maison Sidus, de la princesse de la Légio et des 12 martyrs de Secundus se mêlèrent à des dossiers scellés que l'on n'ouvrait qu'à grande précaution. Des ingénieurs rapportèrent que certaines reliques, lorsqu'on les exposait à des fréquences précises, produisaient des phénomènes qui défiaient la logique habituelle. Des hologrammes d'anciennes cartes stellaires, des impulsions qui semblaient ordonner au métal de se réagencer, de brefs murmures stockés dans le vide des circuits. Les observateurs extérieurs eurent tôt fait d'appeler ce mélange d'énigmes le miasme de Reiser, un terme péjoratif pour désigner un ensemble de phénomènes décrits par des ingénieurs, des neurosculpteurs et des exorcistes inquiets. Dans les années qui suivirent, des équipes mixtes se formèrent sur Reiser, techniciens martiens, experts de l'Ordo et quelques hautes figures de l'Adeptus Divisio, chargés d'étudier, classer et, si nécessaire, neutraliser les anomalies. De nombreux rapports furent compilés, certains lacunaires, d'autres volontairement caviardés. Les siècles passèrent. Reiser devint à la fois une clé et un tabou. Une clé parce que ces innovations, même celles jugées dangereuses, firent l'objet d'études, de rétro-ingénierie et parfois d'adaptations contrôlées pour des usages impériaux. Un tabou parce que l'origine et la nature exacte de certaines armes furent cachées derrière des couches de bureaucratie, d'oubli et de stigmatisation. Puis vinrent d'autres hivers de l'humanité. Dans l'an 925 du 41e millénaire, Reiser connut un nouveau fléau, l'invasion d'un wagon d'orques conduit par le Warboss Gras. Des millions de peaux vertes tombèrent sur la planète, ravageant ce qui avait survécu aux incisions de la guerre. Les technoprêtres, rappelant des pratiques anciennes, se tournèrent vers des moyens extrêmes. Des bombes virales anéantirent des vagues de Xénos. Des engins incendiaires et des ondes plasmatiques protégèrent des métropoles. Le Warboss fut finalement tué par le titan de guerre Pugnus Vindicti. Mais la victoire ne fut pas sans cicatrices. Les campagnes dévastées et les villes meurtries nécessitèrent une relance industrielle totale. Les archives de la période suivante se teintent d'un récit frénétique où science et supercherie s'entremêlent. Les tech-prêtres adoptèrent des gestes qui, aux yeux d'un observateur extérieur, ressemblaient à de l'hérésie pratique, réanimer des gargants, recycler des carcasses orques et employer des armes à l'efficacité douteuse mais létale. Néanmoins, ces choix furent souvent présentés comme des nécessités en temps de détresse. Plus tard, après la chute de Cadia et lors de la 13e croisade noire du Despoiler, Reiser fut appelé à soutenir les campagnes impériales. Des maîtres forges et des contingents titaniques furent envoyés pour épauler les ultramarines et d'autres flottes loyalistes. La planète, dont la production avait été reconfigurée et disciplinée par des décennies de supervision, fournit des efforts titanesques pour aider à colmater les brèches du front impérial. C'est précisément à l'une de ces campagnes de soutien que renvoie le cristal de données, ici reproduit. Les derniers segments du cristal mentionnent en termes hachés la mobilisation des forges de Reiser au service d'Ultramar, puis le silence. Les données se terminent abruptement, sans épilogue, comme si la mémoire elle-même avait été coupée net. Le vaisseau marchand qui rapporta le cristal
fut intercepté après la purification d'un espace Hulk hérétique. Le document fut catalogué, scellé et placé en stase archivée. Un objet dangereux par sa teneur, autant que par son origine. Une demande d'enquête fut adressée à l'Ordo Hereticus, une requête qui, selon nos registres, attend encore une réponse formelle. Le sort ultérieur du Space Hulk et des hérétiques découverts à son bord demeure, pour l'heure, inconnu. Ainsi se referment les feuillets retrouvés dans le cristal, non pas sur une conclusion nette, mais sur une série d'ombres et d'avertissements. Risé survécut, mais il porta en lui des stigmates, une foi remodelée, une technologie dont les frontières furent repoussées, et des secrets que l'Imperium préféra parfois ignorer plutôt que de risquer d'en être consumés. Ceux qui liront ces archives doivent garder à l'esprit une prudence. L'histoire n'offre pas toujours de leçons tranchées. Elle transmet des fragments. Risé demeure un cas d'école, exemple de résilience, mais aussi avertissement sur les périls d'une foi qui se lie trop étroitement à la machine. Les étoiles enchaînées continuent de briller, mais leurs chaînes jettent une lueur incertaine, splendide et dangereuse à la fois.